d'entrée de jeu, je veux vous situer dans notre mission et dans le déroulement de la petite rencontre qu'on tient avec vous aujourd'hui. D'abord, la mission qu'on s'est donnée au comité du centenaire de la construction est la suivante. On entend vous faire connaître ce magnifique endroit qui est là depuis longtemps parmi nous, puis qu'on côtoie sans connaître trop. Alors, on veut vous faire connaître sa richesse, sa valeur, qui l'a construit, pourquoi c'est là, comment ça a été construit et dans quel contexte. Tout au cours de l'année, dans les activités qui seront tenues, c'est un message qu'on veut passer, se rapprocher ensemble de l'histoire de cet édifice-là. Puis quand on creuse un peu l'histoire de cet édifice-là, on retrouve l'histoire de notre ville là-dedans. Autant de la municipalité de Westbury que celle d'East Angus. C'est assez fascinant. C'est une très belle histoire. En plus de ça, le comité de construction a décidé de rendre un hommage reconnaissant à la mémoire des 2 maîtres d'œuvre de cette construction-là. Vous les avez vus, là, peut-être, ceux qui ont eu la chance de regarder la banderole en arrière. Il y a le curé Plamondon et il y a l'architecte Louis-Napoléon Audette. Alors, c'est un peu la mission qu'on s'est donnée tout au cours de l'année de vous révéler la richesse autant de la bâtisse que de ceux qui l'ont bâti, quoi. Aujourd'hui, rapidement, c'est très court, là, il y aura la présidente qui va s'adresser à vous et qui va vous présenter notre président d'honneur et notre président d'honneur qui aura aussi à vous révéler un peu de quoi il en retourne de l'architecture du bâtiment. Je vous remercie. Eh bien, bonjour à tous. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter les membres du comité. Il y a M. Petit, l'architecte. Il y a Marc Poulain. Si tu veux te lever, Marc, s'il te plaît. Claude Turcotte. Donald Thompson. Lucie Leblanc, Marilyn Gendron, Alain Coulombe, il y a aussi Charles Labrie qui est absent, David Fournier, Étienne Bouchard, Fernand Roy, Raymond Roy, il manque notre secrétaire, Louise Legueux, qui nous a fait faux bond la semaine dernière pour un monde meilleur. Fait que, elle était là avec nous. Maintenant, je vous souhaite la bienvenue à, je ne peux pas, M. Fonda, attaché politique de Marie-Claude Bibeau, notre député provincial, M. François Jacques. Il est en arrière. Ah. OK. Notre préfet, Robert Roy. Bienvenue, Robert. Aussi, on a le plaisir d'accueillir le maire du canton de Westbury, Greg Foster, et la mairesse de East Angus, Lynne Boulanger. Donc, je vais laisser la parole je vais demander à Greg, qui est maire du canton de Westbury, et vous savez que notre église avant s'appelait Saint-Louis de Westbury, donc je vais lui demander de prendre la parole. Vous n'avez pas à parler dans le micro, mais c'est seulement pour l'enregistrement. Vous
adresser la parole. Bonjour. Comme maire du canton de Westbury, je suis vraiment heureux que nous puissions célébrer ensemble en cette année 2023 le centenaire de notre belle Église. En profitons pour souligner ce chef d'œuvre patrimonial qui est l'Église de Saint-Louis de France. Je ne peux m'empêcher de penser à ses débuts, le temps où elle a déjà été prénommée Saint-Louis de Westbury. Pour revenir à des faits actuels, je veux féliciter M. Petit et Mme Thibault pour accepter d'être le président d'honneur de ce centenaire. Cela me permet d'exprimer ma grande reconnaissance pour l'immense et généreux travail réalisé par le comité centenaire. Merci infiniment à chacun et chacun de vous. Merci. Je demande maintenant à Lynn Boulanger, la mairesse de East-Angus, de venir faire un petit mot. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Marc-Alexandre, le représentant de Mme la ministre Marie-Claude Bibeau. Bonjour, François-Jacques, notre député provincial. Bonjour, Robert Roy, notre préfet. Bonjour, Gray Foster, maire de Westbury. Mesdames et messieurs, tous les élus qui sont ici, merci d'être ici aussi, c'est important. Monsieur Rémi Petit, l'architecte qui est le président des fêtes. Madame la présidente, bonjour. Puis à tous les chers bénévoles qui ont travaillé aussi sur ce projet, à la conservation, puis les différents comités là, qui ont dû se faire pour permettant la continuité de notre Église. Puis une pensée aussi pour Louise, parce que ça nous affecte tous, mais merci aussi pour le travail que vous avez fait. Alors aujourd'hui, c'est une grande journée avec le lancement des festivités pour souligner le centenaire de la construction de notre belle Église, que j'oserais même dire notre belle cathédrale. Nous sommes choyés d'avoir ça chez nous, un aussi beau joyau comme l'Église Saint-Louis de France, constituant l'un des trésors architecturaux des plus exceptionnels pour notre région. Grâce à la contribution acharnée et au travail unique de plusieurs bénévoles qui ont une passion pour notre Église, nous avons réussi à faire la restauration de ce joyau avec l'aide financière du gouvernement provincial et l'implication du milieu. C'est un défi important de conserver cet immeuble patrimonial d'exception que nos ancêtres nous ont légué. Nous devons tous en être fiers. Grâce au comité du centenaire qui travaille à l'organisation de différentes activités pour nous faire découvrir notre Église, je les remercie et j'invite toute la population du Haut-Saint-François à y participer. De nouveau, j'en profite pour remercier nos passionnés de nous raconter et de nous partager l'histoire qui est reliée à cette belle construction. Bon centenaire et soyons fiers de notre patrimoine. 100 ans de patrimoine, ça se fête. Merci. On est rendu à vous présenter notre président d'honneur. Rémi Petit est né à Waterville et est devenu architecte en 1993. Dès 1996, il réalise ses premiers travaux de restauration patrimoniale. Il fait un grand tour des cantons de l'Est en voiture pour voir les différentes églises de la région et s'arrête à East-Angus au printemps 1997. C'est son premier contact avec l'Église Saint-Louis de France. En 2004,
il est appelé à réaliser la première phase de travaux de restauration de l'église Saint-Louis de France pour la restauration des toitures de cuivre. Depuis ce temps, il a réalisé les plans, les devis et la surveillance de 2 phases de toiture de la restauration du clocher, la restauration de l'intérieur du clocher, la restauration des rosaces, la restauration de la maçonnerie et des fenêtres. Il supervise l'entrepreneur qui réalisera des travaux de maçonnerie et de fenêtres encore en 2023. De ses 30 années de pratique, il en a passé 19 à travailler pour la communauté de East-Angus, pour protéger et mettre en valeur cette église. La pratique de sa firme Mir Architecture, relancée depuis bientôt 2 ans à Sherbrooke, touche plusieurs projets de restauration patrimoniale, mais aussi des travaux institutionnels, commerciaux et résidentiels. Monsieur Rémi Petit. Merci beaucoup. Je voulais en premier lieu dire merci à vous tous qui êtes venus pour la conférence de presse, mais vraiment très, très sincèrement, à ceux qui s'impliquent dans le projet du centenaire. C'est quand même quelque chose de fabuleux de voir dans un milieu qu'on veut investir du temps pour faire connaître le patrimoine et le faire vivre finalement, parce que c'est une chose de voir le patrimoine, mais c'est une chose d'expérimenter, de rentrer à l'intérieur. Puis pendant l'année, il va y avoir des activités où on va pouvoir utiliser le bâtiment, voir comment il réagit, comment il vit. C'est vraiment ça l'important pour que le patrimoine reste vivant, qu'il reste au cœur de la communauté de Westbury et d'East-Angus. C'est vraiment très, très important. Et aujourd'hui, on lance les activités du centenaire. Et je voulais faire des petits rappels historiques parce que depuis qu'on a commencé à travailler sur le centenaire, moi je travaille sur l'Église depuis 2004. Donc moi j'avais la prétention, avec M. Roy peut-être, de tout connaître sur l'Église Saint-Louis de France, parce qu'on était passé dans les archives, etc., etc. Mais on en apprend à tous les jours, c'est le cas de le dire. Donc dernièrement, on est passé sur le texte que le curé Plamondon, qui est vraiment c'est vraiment la personne qui a légué ce bâtiment-là à la communauté d'East-Angus. Il a investi toute la dernière portion de sa vie à East-Angus et c'est vraiment le cadeau qu'il a voulu léguer à sa communauté, à la communauté d'adoption où il était à East-Angus. Et on est passé sur le texte de la bénédiction de la pierre angulaire. Donc, quand on construisait un bâtiment d'importance comme celui-là, on plaçait une pierre angulaire. Donc, c'était une pierre creusée où on mettait des éléments de l'année, c'est-à-dire on plaçait des monnaies, on plaçait un journal de l'année. Et il y a le texte du curé Plamondon qui est dans la pierre. Et la pierre, elle est juste là, finalement. On ne vous la voyait pas, mais à l'extérieur, vous pouvez la voir avec la date de construction, de mise en place de la pierre angulaire. Et on a même aujourd'hui la truelle d'argent que l'entrepreneur a donnée à Monseigneur Larocque, qui faisait la pose de la pierre. Et on a appris, juste en voyant la truelle, que c'est l'entrepreneur général de Lévis qui a fait ce cadeau-là à Monseigneur Larocque. Et on en connaît seulement 2 dans le diocèse de Sherbrooke. On connaît celle de East-Angus et celle de Saint-Jean-Baptiste à Sherbrooke. Et comme quelqu'un disait, même pour la cathédrale, il n'y en a pas. Donc, ça montre la particularité principale de Saint-Louis de France, c'est que tout est un peu extraordinaire. Donc, le décor est extraordinaire, la construction, mais tout ce qui entoure les textes du curé Plamondon, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et en 1921, quand on faisait la bénédiction de la pierre angulaire, on a salué aussi député fédéral, député provincial, les maires. Donc, on avait aussi mentionné le maire d'East-Angus, qui était Hilaire Grondin, qui était aussi en même temps marguillier et qui était aussi membre du comité de construction en même temps. Et le maire de Westbury, c'était François Lepitre,
qui, lui, n'était pas marié, mais était ancien marié, mais membre du comité de construction. Donc, ça montre bien comment les maires, à l'époque, étaient impliqués dans ce projet-là. Et de vous voir ici, ça montre aussi l'importance que vous voyez d'être impliqués dans les célébrations du centenaire. Je vous en remercie énormément. Je remercie aussi beaucoup les représentants de la députée fédérale et du député provincial, parce que M. Jacques fait un gros travail pour obtenir les subventions pour la restauration et que ça continue. Donc, c'est vraiment très important qu'il croit à ce projet-là aussi, à ces projets-là de la communauté. Donc aujourd'hui, on lance la programmation des activités du centenaire. Je vais vous en faire la liste. Vous l'avez dans vos fiches d'ailleurs. Mais donc l'important pour le comité, c'est vraiment que les gens puissent utiliser le bâtiment. Il y a des activités du culte, oui, mais on veut aussi que les gens puissent utiliser le bâtiment pour d'autres activités, pour l'expérimenter, comme je le disais, dans un cadre qui peut être différent. La première grande activité, c'est un grand concert de Pierre Grandmaison aux Grandes Orgues de l'Église ici, qui va se faire le 12 mars. Donc, les billets vont être en vente à partir d'aujourd'hui. Donc, on aimerait bien remplir l'Église au maximum. Ça va être suivi par, en avril, le Symposium des Arts qui va se faire ici. Et un deuxième concert d'orgue, cette fois-là par Raphaël Ashby, qui est originaire d'Istingus, qui va se faire le 23 avril. Le 24 juin, il y a une grande messe québécoise qui va être présidée par Donald, qui va se faire ici. Et la plus grande activité, ça va être la messe du centenaire, qui est le 2 juillet, la date exacte de la bénédiction de l'Église en 1923. 100 ans plus tard, on va être au même jour, au même endroit pour célébrer le centenaire. Il y a une nouvelle activité qui s'est ajoutée à partir d'hier, en juillet. Ça va être le quintet de cuivre de Vito, où il y a Robin Doyon, qui est natif aussi d'Istingus, qui va participer à un concert de cuivre ici à l'intérieur de l'Église. Ensuite, en septembre, ce sera 2 jours, les Journées du patrimoine religieux, où là, on va accueillir les gens du public avec des visites à l'intérieur de l'Église. On va aussi ouvrir en septembre pour les Journées de la culture. Et en octobre, on aura un spectacle musical par l'orchestre de Jean-Guy Piché, qui va être ici à l'Église. Et ça va se terminer le 14 octobre, du 14 et 15 octobre, c'est l'activité de balade des clochers. Donc, c'est des visites d'église dans le diocèse de Sherbrooke. C'est une activité diocésaine. Et là, Istingus, cette année, est dans le réseau des visites de cette année, à cause du centenaire. Donc, comme je vous le disais, je vous remercie infiniment d'être venu à la conférence. Je vous demande de faire de la publicité pour le centenaire, pour les activités. J'espère vous revoir dans les différentes activités qui vont se faire ici. Et pour faire en sorte de connaître de plus en plus, de faire reconnaître l'Église Saint-Louis de France et de participer à la vitalité du milieu d'Istingus et de Westbury, mais aussi à la vitalité du bâtiment en tant que tel. On a un panneau sur lequel on a nos grands commanditaires qu'on veut dévoiler et je les remercie infiniment de leur participation financière, mais aussi de leur participation active aux activités du centenaire. Donc, on va aller dévoiler le panneau qui va être mis en bonne place d'honneur à l'Église. Souvent, on pense que les architectes sont nécessairement vieux, surtout quand ils font un bâtiment comme celui-là. Mais M. Audette a eu du succès vraiment tôt dans sa vie.
Son premier grand travail, ça a été la cathédrale et l'archevêché de Sherbrooke. Il y avait 35 ans. Donc, il n'y avait même pas 40 ans quand il commence l'Église Saint-Louis de France. Donc, et c'est tous des petits morceaux du puzzle, j'allais dire, qui se raffinent de plus en plus quand on parle. Par exemple, quand on a commencé pour le centenaire, il y a quelqu'un qui a amené l'idée que l'Église était basée sur des églises du Portugal. Et moi, j'ai dit, où est-ce que vous êtes allé chercher une chose pareille? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais je sais que M. Audette est allé en Europe tout de suite à son voyage de noces en 1907. Il fait son premier voyage en Europe, puis il va en faire en 1915 et en 1900, juste avant la guerre, en 1917. Et là, je me dis, d'où ça sort, cet élément-là? Ça doit être quelqu'un qui a inventé ça. Mais finalement, c'est parce qu'on voit que c'est un texte du curé Plamondon qui parle des notes historiques pour la construction de l'Église. Il fait un petit fascicule en 1923 où il parle dedans que l'Église est effectivement basée sur des églises gothiques du Portugal. Donc, ça vient de la bouche du cheval. L'Église ici est conçue entre deux personnes, le curé Plamondon puis M. Audet. On voit dans la communication, dans leurs lettres, ces deux-là se sont rencontrés et ils ont connecté. Donc, il y en a un qui voulait une très belle église et l'autre était prêt à le lui donner. Mais donc ça, je ne le savais pas, mais on voit que c'est effectivement des notes historiques qui sont réelles. Donc là, moi, ça m'ouvre la porte à dire, OK, je vais aller voir dans la bibliothèque de M. Audet qu'est-ce qu'il y avait sur les églises du Portugal. Donc, c'est là où toutes ces petites informations-là deviennent de plus en plus précises, j'allais dire. On disait des choses sur l'Église, mais là, tout ça devient de plus en plus réel. Parce que quand le curé Plamondon arrive ici, il arrive ici la vieille Église. La seconde Église vient d'être construite, là. 1894, c'est la première Église Saint-Louis de France, celle qui est devenue la salle communautaire en arrière. Donc, l'Église n'est pas vieille et elle vient d'être construite par le seul architecte qui est ici dans les cantons de l'Est, c'est M. Verret. Mais l'Église n'est jamais terminée, donc elle n'est jamais assez belle pour M. Plamondon, pour le curé Plamondon, ça c'est certain. Donc, c'est en 1919 que le projet de construire l'Église devient une réalité. Il convainc Monseigneur Larocque de permettre de construire la nouvelle Église. Puis la croissance aussi économique de Istingus permet ça. C'est-à-dire que c'est un milieu qui est excessivement dynamique. Les moulins à papier, ça roule. Donc, ça permet de penser qu'on va construire une église. Puis, il prévoit une grosse église, là. Il prévoit une église de 110 000 150 000 Donc, pour vous dire, là, c'est la valeur de la plus grosse église qui vient de se construire à Sherbrooke en 1908, c'est Saint-Jean-Baptiste. Elle a coûté 188 000 Donc, c'est gigantesque comme budget. Sauf que l'Église, finalement, va coûter 334 000 Donc, c'est 2 fois le budget. Et il n'y avait pas de pandémie, donc on ne peut pas dire ça. Mais les goûts du curé Plamondon ont rencontré les goûts de M. Audette pour construire une Église vraiment unique. Donc, il n'y a nulle part ailleurs dans le diocèse où on a des vitraux qui viennent d'Aprato, de New York. On n'a nulle part des autels qui sont en bois de châtaignier. C'est un arbre qui n'existe plus en Amérique tellement on l'a pris et il y a eu une maladie. Donc, c'est les derniers morceaux de ces éléments-là. Une église où on a un plancher de béton, c'était très rare. Et c'est à partir des années 20 qu'on en aura. Il y a d'Israéli qui a des planchers de béton, là, mais il n'y en a pas beaucoup. Et la statuaire, tout ici est de grande qualité. Et tout est resté intact. Même l'incendie, le petit incendie qu'il y a eu ici, à l'église, n'a pas gâché, j'allais dire, le reste de l'intérieur. Les vitraux, l'ensemble des vitraux
de Perdriau-Aucher, c'est vraiment spectaculaire aussi. Et l'idée, c'est que tout a été terminé en 1923, c'est-à-dire qu'habituellement, on termine l'église, les vitraux vont venir plus tard, mais tout est arrivé en même temps. Les éléments qui vont arriver un petit peu plus tard, c'est l'orgue, le casavant et les cloches finalement. Mais tout le reste arrive parfaitement dans un beau bâtiment qui est terminé. Avant que le curé Plamondon meure en 1925, là, il a été curé ici pendant 2 ans, à peine avant son décès. Puis il est enterré ici, dans la crypte en dessous. Donc, aussi une église qui a une crypte où il y a des gens qui sont enterrés, c'est très rare. Il y en a seulement quelques-unes aussi dans le diocèse. Donc, tout est particulier à Istingus. C'est un entrepreneur de Lévis qui va construire l'église, qui est Joe Gosselin. C'est un entrepreneur qui était assez connu surtout pour les églises, les chantiers d'église. Il va en construire plusieurs dans le diocèse. C'est d'ailleurs c'est sa compagnie qui offre la truelle à Monseigneur Larocque, la truelle en argent. Et une autre information que je ne connaissais pas, qui est apparue dans les dernières recherches, on savait que l'Église allait coûter cher. Monseigneur Larocque le savait aussi, et Monseigneur Larocque était inquiet aussi des coûts de construction. Et donc, quand la soumission est entrée de l'entrepreneur Gosselin, on a tout de suite commencé à penser à ne pas réaliser la sacristie. C'était une information que je ne connaissais pas, mais on le voit dans les derniers textes qu'on a découverts. Et en plus, pendant le chantier, l'entrepreneur discute avec le curé Plamondon, effectivement, savoir s'ils vont pouvoir construire la sacristie. Et l'entrepreneur dit 2 choses. Il dit, premièrement, si vous n'avez pas la sacristie, vous n'aurez pas de place à mettre tous les éléments qui sont dans la sacristie. Vous n'avez pas accès à la 2e galerie. Mais il dit surtout, de toute façon, vous avez signé un contrat. Donc, on a acheté les matériaux, donc vous allez la payer. Donc, c'est assez clair dans sa lettre. Vous allez finir la sacristie. Et Monseigneur Larocque, de toute façon, il abandonne, il dit, oui, on va la construire. Ça aussi, c'était une information qu'on n'avait pas. Louis-Napoléon Audette, l'architecte, est né à Lambton et il a fait ses études à Lévis avant de venir s'installer ici en Estrie. On ne sait pas exactement pourquoi il revient ou il vient en Estrie, parce que Lambton, c'est quand même la bordure de la Beauce, mais il revient s'installer à Sherbrooke. Il va faire sa cléricature, il commence... à l'époque, il n'y a pas d'école d'architecture, donc on étudie avec un autre architecte. Donc, il va dans le bureau de M. Verret, qui est le premier architecte à s'installer en Estrie, à Sherbrooke, et il commence sa cléricature, on appelle ça la cléricature, il commence à apprendre à dessiner chez lui. Il va travailler avec lui seulement 1 an. M. Verret va décéder en 1902. Et par la suite, il va continuer avec M. Grégoire, l'architecte qui a construit le presbytère et donc qui a dessiné le presbytère. Et on pense que c'est à cette époque-là que M. Audette rencontre le curé Plamondon et qui voit que ça marche très bien. M. Audette devient architecte en 1907, l'année même de construction du presbytère. Et par la suite, il va se séparer de M. Grégoire pour ouvrir sa propre pratique en 1910. Et ensuite, il va s'associer à un autre architecte de Montréal qui a le même âge que lui, René Charbonneau. Donc, c'est Charbonneau-Audette. Donc, vos plans sont signés de Charbonneau-Audette. Mais M. Charbonneau est occupé à Montréal, est très occupé à Montréal. C'est lui qui fait le théâtre Saint-Denis, le théâtre Outremont. Il construit énormément de maisons à Outremont. Il est très occupé de son côté. Mais M. Audette est à Sherbrooke. Mais les deux se partagent les dessinateurs pour être capables de produire les nombreux plans qu'ils doivent faire. Donc, ça va durer de 1915 à 1920. Donc, c'est un des derniers projets, Istingus, où les 2 noms apparaissent sur les plans. Et comme je vous l'ai dit, M. Audette a énormément de succès tout de suite. Il
Il est appelé par Monseigneur Larocque à construire l'archevêché et le sous-sol de la cathédrale. Et quand vous voyez les plans qu'il y avait pour la cathédrale, s'il avait réussi à construire ça, ça nous aurait pris des millions du gouvernement provincial pour restaurer la cathédrale. C'était une immense cathédrale qu'il voulait faire. Mais il va réaliser le soubassement de la cathédrale, puis 40 ans plus tard, le même architecte va construire la cathédrale actuelle. À la fin, on dit à la fin de sa carrière, mais il a travaillé vraiment de 1901 à 1968. Il va décéder à Sherbrooke en 1971, à l'âge de 91 ans. Son fils va devenir architecte aussi, va s'associer avec lui. Son petit-fils devait devenir architecte aussi, mais lui, il a décidé de changer de voie à la dernière minute. Mais j'ai parlé à son petit-fils qui m'a dit qu'il conduisait encore M. Audette en voiture de Sherbrooke à Sainte-Anne-de-Beaupré en 1968, parce qu'il a terminé ses travaux en 1968. Le chef-d'œuvre de M. Audette, c'est vraiment la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, où là aussi, il a pu, en fin de compte, réaliser ce qu'il a réalisé ici, une église résistante au feu, en dur, en maçonnerie, en béton, en acier, une église finie en pierre. Donc, la voûte qu'on a, c'est une voûte de céramique, de petites dalles de céramique. Il avait déjà utilisé ça pour la salle Saint-Michel, mais c'est les deux projets qui existent dans le diocèse avec cette tuile-là. C'est un système qui s'appelle Guastavino. C'est des gens de Boston qui ont pris le train avec les tuiles pour venir installer ce plafond-là ici, qui a coûté la fabuleuse somme de 36 000 $, fourni et installé. Donc, et c'est vraiment aussi l'élément c'est l'élément sur lequel on est souvent appelé à réagir. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on fait des plans de restauration d'église, on se fait souvent questionner pourquoi ça coûte aussi cher. Par exemple, restaurer une fenêtre de l'église, ça coûte environ 25 000 $. Et souvent, on se fait dire, mais comment ça se fait qu'on est capable de dépenser 25 000 $ pour une fenêtre? Mais les coûts, on s'imagine que les coûts ont toujours été minimes parce qu'on se dit que c'était quelques dollars. Mais à l'époque, je veux dire, construire une église de 330 000 $ à Istingus, une maison individuelle moyenne en 1920 coûtait 2 000 $. Donc, l'équivalent d'un bungalow, là, c'était 2 000 $. Fait qu'imaginez-vous, 330 000, on fait un petit rapport, c'est au moins 150 bungalows. Ça coûte combien se construire un bungalow à Istingus aujourd'hui? Mais mettons, on dépense facilement 200 000. Bon, bien 200 000 fois 150 000, ça fait 30 millions. Donc, imaginez-vous qu'aujourd'hui, la communauté d'Istingus se dirait, on a un projet et ça va coûter 30 millions. Ça vous donne une idée de qu'est-ce que c'était ce bâtiment-là et comment ça l'a rapproché tout le monde. En fait, tout le monde a mis l'épaule à la roue. On voit aussi dans les textes du curé Plamondon, une chose que moi j'ai trouvée très, très émouvante, c'est qu'il parle qu'à la bénédiction de la pierre, donc il y a 102 ans à peu près, il y a une foule immense de fidèles. Donc ça, c'est les catholiques qui viennent pour l'Église, ça c'est normal. Mais il dit qu'il y a un grand nombre de frères séparés. Donc c'est les anglophones qui ne sont pas catholiques. Mais eux aussi viennent à la célébration de la pierre angulaire parce que c'est leur milieu aussi. Et donc, le curé Plamondon, il dit il faut que cette journée-là soit une grande fête familiale. Et j'ai trouvé ça très, très émouvant de penser que lui aussi, comme nous, on veut que les fêtes du centenaire, ça regroupe tout le monde et ça fasse en sorte que les gens participent, catholiques, non catholiques, pratiquants, non pratiquants, aux activités dans l'Église. Et je pense que ça, c'est un beau lien qu'il faut faire avec ceux qui nous ont légué ce bâtiment-là.
Et je pense aussi que quand on regarde le bâtiment, c'est vraiment l'ampleur du bâtiment pour un milieu comme Istingus. Vous l'avez dit, hein, souvent les très, très grandes églises, on pense que c'est parce qu'on voulait être cathédrale, mais finalement, c'était une compétition aussi entre les milieux pour avoir des grandes églises. On le voit, on voit qu'il y a des curés qui ont des grandes ambitions pour le milieu. Curé Plamondon ici, le curé Choquette à Lac-Mégantic, c'est des forces de la nature dans les milieux. Je veux dire, ils sont impliqués dans l'Église, mais aussi le développement des associations, des comités. Le curé Choquette, c'est l'électricité à l'électrification de Lac-Mégantic. Donc, ça dépasse aussi seulement le culte. On a la perception souvent que, maintenant, on se dit beaucoup que l'Église catholique a contrôlé beaucoup la communauté, le monde du Québec, mais l'Église a aussi permis de développer beaucoup les milieux du Québec, que ce soit les milieux agricoles ou les milieux plus industriels comme ici à Istingus. Et je vous parlais des nombres aussi, je vous ai parlé des nombres d'argent, mais avez-vous une idée de combien il y a de pierres sur les murs extérieurs de l'Église? Je pense que vous avez écouté ma conférence la dernière fois. Oui, il y a 30 000 pierres qui font les murs de l'Église. Mais un ouvrier, à l'époque, combien il était payé pour faire une pierre? Donc, la pierre arrivait par train des carrières, soit de Saint-Sébastien, près de Lac-Mégantic, ou de Stansted. Il arrivait par train ici, pas préparé. Donc là, il y avait des maçons qui taillaient les pierres une à une pour les installer. Il y en a 30 000. Mais combien il était payé pour une pierre? Pas cher, mais les ouvriers étaient payés 1 $ pour les pierres. Et les maçons, pour chaque pierre. Et les maçons, c'était les ouvriers qui étaient payés le plus cher, finalement, sur les chantiers. Parce que c'était les gens qui avaient le plus en fait, c'était les nécessaires pour réaliser le projet. Mais ça vous donne aussi une idée de l'énergie qui a été mise en place pour construire. Donc, c'est vraiment... Vous êtes ici dans la concrétisation d'un rêve du curé Plamondon et qui a pu se réaliser par le talent de M. Audette, parce que M. Audette était un architecte de talent. Il avait eu beaucoup de succès. Il a eu beaucoup de succès, mais c'est aussi parce qu'il était très, très bon. Il était sans doute très charmeur, mais il était très bon. Parce qu'à la fin du chantier, les budgets ont explosé naturellement et l'évêque est un peu, il essaie de taper un peu sur les doigts du curé Plamondon et il va nommer un curé à la suite du décès du curé Plamondon, le curé Rousseau, je pense, qui, lui, va s'entendre un peu moins bien avec M. Audette, parce qu'il est là pour reprendre un peu les finances en main. Parce qu'on a eu, dès le départ, on a eu un très gros problème avec l'église d'Istingus, c'est la toiture. Donc, la toiture avait été réalisée en carreaux d'amiante. Il en reste très peu dans le diocèse des églises en carreaux d'amiante, mais vous avez Guard Bay, entre autres, où les murs sont réalisés en carreaux d'amiante. Pour les murs, ça va, mais pour les toitures, ça a toujours été un matériau exécrable, mais à l'époque, on pensait que c'était bon. Et comme c'était fabriqué avec l'amiante du Québec, on poussait beaucoup ce matériau-là. Mais donc, dès le départ, dès 1923, les toitures coulent et elles vont être remplacées par une Canadienne de cuivre en 1925, mais sous le curé Rousseau. Donc là, la toiture va être remplacée pour je pense, une douzaine de milliers de dollars à l'époque. 12 000 par rapport aux travaux de restauration qu'on a fait en 2005-2006 pour les 2 phases, où ça a coûté 1,4 million. Donc, ça vous donne aussi une idée mais c'était beaucoup d'argent en 1925, mais aussi, c'est beaucoup d'argent toujours à intervenir sur ce bâtiment-là. Spécialisé, béton, acier, maçonnerie, murs porteurs en maçonnerie. Il n'y avait pas nécessairement de corvée reliée à ça. Donc, ici, c'est vraiment un contrat d'entrepreneur général. On a les livres de compte. Donc, lui, son contrat, le contrat de chauffage, il y avait un aspirateur central ici à l'église.
qui a coûté presque 3 000 $. C'est faramineux comme coût pour l'entretien, mais tout est détaillé et il n'y a pas l'élément de corvée. Mais souvent, les curés demandaient d'employer certaines personnes locales, par exemple pour le transport des pierres, pour la fourniture de certains matériaux comme le bois, quand c'était plus simple. On essayait aussi que les pierres viennent de la région, pour le coût, mais aussi pour faire travailler les familles dans la même région. Mais il y a d'autres églises où là, c'était plus de la corvée, où on payait un petit montant, par exemple, à cet effet-là. Mon arrière-grand-père était dans le chantier d'agrandissement de Saint-Georges de Windsor et il était payé 2 $ par jour pour être là avec son team de chevaux. Donc, avec ses 2 chevaux et sa voiture pour transporter des choses, il était payé 2 $ par jour. Ça, c'est en 1914. Mais là, cette église-là est plus en milieu rural, donc c'était plus de la corvée qu'ici. Parce que la croix du clocher devrait être complètement parallèle à la rue Saint-Jean, mais elle est inclinée, elle est tournée vers les anciens, vers l'usine. Ben oui, ben oui. J'ai pris le degré dernièrement, puis elle est virée de 22,5 degrés, donc la moitié de 45 degrés. Puis avec tout ce qu'on connaît du curé de Plamondon aujourd'hui, ça a été fait volontairement, ça n'a pas été tassé par le vent ou whatever, en tout cas, mais moi, personnellement, je confirme que la croix a été installée comme ça. Décidez ce que vous voulez. Moi, j'ai une version un peu différente de ça. C'est que, puis en lisant de plus en plus sur le curé Plamondon, ce que vient de dire Fernand, je peux difficilement dire qu'il n'y a pas de bon sens, qu'il dit pas la vérité. Parce que c'est vrai que le curé Plamondon aurait pu être quelqu'un pensé comme ça. Parce que même dans le texte de la pose de la pierre angulaire, il remercie beaucoup le propriétaire de la Brompton Pulp, la compagnie qui est là, et qui fait un don de 1 200 $ à cette occasion-là, juste à ce moment-là. Donc, il est très, très conscient que les usines donnent de l'emploi à ses ouailles. Donc, je ne peux pas dire que Fernand a totalement tort. Cependant, ce que je peux dire, c'est que quand on a fait la restauration de la flèche du clocher, quand on est monté en haut, bien, on s'est rendu compte que le cône à 8 côtés du clocher a tordu en séchant. Donc, on a l'impression que c'est parfaitement droit et parallèle, mais finalement, toutes les lignes sont un peu inclinées. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça se pourrait qu'en séchant, parce que la croix aurait pu être installée droite, mais finalement, elle se serait inclinée en séchant. Donc, ce que je peux dire, c'est que les arrêtiers ne sont pas droits, ils sont croches, mais que M. Roy a peut-être raison. Bien, en fait, oui, l'histoire que M. Roy véhicule, c'est pas mal plus beau que mon histoire. Mais moi, quand j'étais à 210 pieds dans les airs, en voyant le cône, puis en voyant qu'il y avait... Moi, je trouvais ça fabuleusement beau, là, de voir ça. Mais bon, c'est moins poétique, je vous le donne, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Oui, je pense que c'est une combinaison d'éléments ou c'est un alignement tu sais, on dit que souvent, il y a plusieurs choses qui s'alignent. Là. Donc, le fait que le bâtiment soit aussi important, aussi grandiose, dans un milieu finalement on n'est pas dans une grande métropole, mais où l'investissement a été gigantesque. La qualité de tous les éléments sont fabuleusement compliqués. Je veux dire, les autels en châtaignier, la chaire. Mais en plus, tous ces éléments-là n'ont pas été saccagés dans les années 60 avec la rénovation liturgique.
comme on a vu à Lac-Mégantic, par exemple, où l'intérieur a été entièrement, on a tout enlevé des boiseries de 1913 pour faire un bâtiment plus moderne. Donc ici, tout a été conservé, sauf à peine ce qui a été touché par l'incendie, mais même dans les travaux de réfection, on ne peut pas le voir que finalement cet élément-là est différent. Il y a la qualité des matériaux, l'ampleur du bâtiment, la qualité du design de M. Audette et puis j'allais dire la reconnaissance aussi du milieu. Donc le cardinal Léger disait que c'était une des églises les plus belles du Québec. Monseigneur Fortier disait que c'était sa plus belle dans le diocèse, c'était sa préférée. Donc, ces éléments-là aussi amènent un prestige à Istingus qui ne se retrouve pas nécessairement ailleurs. Et il y a tous les éléments, comme je vous l'ai dit, la crypte, l'orgue, les vitraux et les vitraux d'Aprato, c'est tous des éléments qui se retrouvent nulle part ailleurs. Dans le diocèse et au Québec, avoir tout ça dans une église, il y en a très, très peu, là. Tu sais, on parle de Notre-Dame, la basilique Notre-Dame à Montréal, où il y a certaines églises vraiment spectaculaires qui sont ou bien très anciennes dans la région de l'île d'Orléans, par exemple, mais même la basilique de Québec, je veux dire, a été incendiée en 1922, donc c'est le même âge que nous, finalement. Donc ici, c'est plus l'alignement de tous ces éléments-là et la conservation de ces éléments-là. Quand je disais tantôt que depuis 2004, mais avant vous l'entreteniez, votre église, mais depuis 2004, le nombre de phases de restauration qu'on a pu faire à ce bâtiment-là, c'est unique. Je veux dire, le Conseil du patrimoine religieux l'a reconnu, là, une église où on intervient aussi régulièrement pendant, ça va être 20 ans l'année prochaine, c'est unique au Québec, là. Oui? Oui. Bien, tout ce qui est structure du toit, c'est du bois. On est tout en bois. Oui. La chose étant, c'est qu'on est quand même dans une structure assez moderne, donc c'est pas nécessairement du tenon mortaise à l'ancienne, mais c'est des très, très belles fermes, c'est très droit, c'est... Il y a des 2 par 8 là, qui ont tout près de 40 pieds. Exactement. Donc, ça n'a pas bougé, là. Oui. Je ne sais pas quel endroit ils ont pris ce bois-là, mais il y en a, on dit à toutes les 30 pouces environ. Oui. C'est tout sur la longueur, c'est en double. Puis c'est toutes des poutres de cette longueur-là. Et on regarde pour trouver des nœuds dans les fois. Oui. La chose étant, c'est que les colonnes qui sont à l'intérieur des colonnes de terracotta qui sont là sont en acier, effectivement, sont enrobées de terracotta qui les rendent résistantes au feu. Et sous la cloche, sous les cloches, bien là, on a des éléments de structure comme un pont d'acier, comme les vieux ponts d'acier. Parce qu'il y a des immenses poutres qui supportent la maçonnerie du clocher et le poids des cloches et le poids de la structure de bois. Parce que finalement, le clocher, il y a une peau en maçonnerie pour la première portion, et le reste, c'est une structure de bois qui bouge à l'intérieur de cet élément-là. Parce que ça bouge quand même. Il vente à 210 pieds dans les airs. Oui. C'est ça, juste pour ajouter les 2 colonnes qu'on voit au fond, au chevet de l'ordre, il y a 2 poutres d'acier qui soutiennent la tête pour notre clocher. Oui. C'est juste pour ajouter ça. Donc, c'est 2 très grandes colonnes d'acier et en haut, par-dessus le plafond, on a un carré, 4 grandes poutres d'acier de fonte qui tiennent la maçonnerie du clocher. Oui, c'est vraiment un très, très grand joyau. Ouais. D'autres choses? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai accepté d'être président. C'est aussi parce que
Je veux dire, on est impliqué dans des bâtiments pendant des années de temps. Là. Ici, ça fait 19 ans. À la cathédrale, ça fait depuis 1998. Mais c'est parce que c'est des projets qui prennent beaucoup de temps à se développer. M. Jacques parlait d'Israéli. On a commencé d'Israéli en 2020. On le sait qu'on en a pour beaucoup de temps. Donc, c'est des éléments, ça fait partie de... J'allais dire, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie, mais... Et on tient beaucoup à on y tient beaucoup. Vous dire qu'est-ce que ça nous a fait quand on a perdu Saint-Philippe de Windsor, sur lequel on avait travaillé pendant tant d'années, c'est vraiment... on y met beaucoup d'âme et beaucoup de travail, là, finalement. Donc, ceux qui veulent, il y a un petit goûter, et puis on peut continuer à jaser aussi longtemps que vous voulez.